Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, alors que son prochain film va sortir en salle à la fin du mois de juillet, là, I Want Your Sex, peut-être que j'irai le voir d'ailleurs s'il est bien distribué, continuons d'explorer le cinéma de Gregg Araki. J'avais commencé par Mysterious Skins, j'ai fait sa trilogie de l'apocalypse adolescente, et il y a eu Kaboom aussi, celui d'après, sorti en 2014 et qui était son dernier à date, vous vous rendez compte ? 12 ans plus tard pour son prochain long métrage de fiction, et bien, donc en 2014, il y avait White Bird, ou en version originale, White Bird in a Blizzard, joli nom, adapté d'un roman du même nom écrit par Laura Kazishke. Je crois que c'est sa deuxième adaptation de bouquin à Gregg Araki après Mysterious Skins, et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux, alors déjà, Shailene Woodley, qui est l'adolescente voix off, protagoniste principale fatalement, dont on va suivre l'existence à peu près sur 3 ans, et plus si affinité quand on remonte dans ses souvenirs. Eva Green, ou Eva Green, vous prononcez comme vous voulez, actrice française mais d'origine suédoise, qui joue sa mère, et Christopher Meloni dans le rôle du père, dans une famille américaine qui semble vraiment parfaite en apparence, mais très vite dans le film on déconstruit cette idée. On a aussi quelques acteurs renommés autour, tels que Thomas Jane, pas beaucoup, mais il a des scènes importantes, qui joue le policier, l'inspecteur. Shiloh Fernandez, qui joue le petit ami de l'adolescente principale. Donc Angela Bassett dans le rôle d'une psy, pas très intéressant à jouer j'imagine, mais elle est là. Et une apparition de Laura Palmer. Alors, évidemment l'actrice Sheryl Lee, mais vous savez que Gregg Araki aime beaucoup David Lynch, notamment la série Twin Peaks. Petit caméo ici, quand bien même ce ne soit pas très important de faire jouer cette actrice-là en écho à ce qu'elle donne par rapport aux obsessions arakiennes vis-à-vis du cinéma de ce grand cinéaste américain qui nous a quittés l'année dernière. Alors, comme d'habitude chez Araki, on est centré sur une vie adolescente, mais attention, c'est beaucoup moins foutraque, ça part moins dans tous les sens que ce fut le cas dans sa trilogie, un peu dans Kaboom, c'est un peu plus cadré, triste, dans, on va dire, un cercle familial qui subit un trauma, comme ce l'était dans Mysterious Skins. Alors, je n'ai pas vu toutes ces autres œuvres, que ce soit avant la trilogie ou après Mysterious Skins jusqu'à Kaboom, donc peut-être qu'il avait déjà traité cela ainsi, mais on reconnaît quand même, on va dire, le noyau de son œuvre cinématographique ici, avec un aspect formel beaucoup plus cadré, évidemment, pour marquer une forme d'artificialité de ce rêve américain d'un couple ou d'une famille parfaite dans une banlieue parfaite, mais derrière, quand on gratte un peu. Mais là, on n'a pas besoin de gratter, parce que dès le début du film, on va suivre donc Kat, qui est une adolescente jeune femme, qui va raconter son histoire, probablement dans la temporalité 1991, donc quand elle est à l'université. On revient 3 ans avant, alors je dis probablement parce que sur le timing et tout, c'est un peu diffus, mais c'est volontaire. On revient fin des années 80, 1988, quand elle a 17 ans, et qu'elle découvre sa mère, c'est le premier plan du film, sur son lit, visiblement déprimée, on ne sait pas trop, un peu errante. Quelques jours après, sa maman, prénommée Yves, va disparaître sans laisser de traces. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et on va très vite savoir ce qui ne va pas. Ève semble faire une sorte de rejet de sa vie de femme au foyer, etc. Elle a envie de reprendre son existence en main, donc elle va quitter son mari et sa fille. C'est des choses qui arrivent, Vous avez des adultes comme ça qui décident de laisser tomber quelque chose qui les a enfermés dans un train-train quotidien insupportable. D'autant plus qu'on apprend que Yves, quand elle était plus jeune, était quand même beaucoup plus, on va dire, fêtarde dans tous les sens, si vous voulez. Là, elle a dû se ranger avec un homme très rangé, très carriériste, très ordinaire dans une sorte d'idéal américaine. Il est très charismatique à sa façon, à son travail. Et donc, il a dû se plier à cela, et en fait, elle s'est retrouvée emprisonnée dans cette vie de couple et de famille dès qu'elle a eu Kat. Pourtant, avec sa fille, ça matchait très bien quand elle était enfant, idée de l'insouciance, tout ça, mais très vite, quand Kat est devenue adolescente, quelque part, Yves a fait une forme de rejet. On va revenir sur ce point, parce que c'est dur comme film, quand même, d'une certaine façon. Et donc, on va suivre un petit peu la vie de Kat entre 1988 et 91, des va-et-vient comme ça temporels,
et on va voir sa vie d'adolescente, elle va rencontrer le voisin d'en face, Phil, qui n'est pas tout à fait de sa classe sociale, relations et tout, elle a ses amis, on retrouve un cercle amical à la Greg Araki, un peu gender fluid par exemple, avec son pote Mickey qui a peur du sida, c'est la fin des années 80, donc là on est vraiment dans les petits clins d'œil arakiens, mais après évidemment ça ne va pas partir en vrille, vraiment. Il n'y a pas d'histoire d'apocalypse ou d'extraterrestre là, quand bien même il y a une forme d'apocalypse beaucoup plus intime, nucléaire si vous voulez, mais le noyau familial qui implose d'emblée. Et donc la question qui reste en suspens, c'est où est passé Eve, et aussi quid du mari, du père, qui a l'air complètement amorphe et attentiste pendant un bon moment, une fois qu'il a vu que sa femme n'était plus là. Avec des moments formels très intéressants, ou peut-être que Greg Araki voyage entre plusieurs cinémas dans le temps. Il y a un petit côté soap mélodramatique à l'ancienne, qui est parfois même surligné pour montrer à quel point, justement, dans une idée, dans l'enfermement de la femme au foyer, dans le cercle familial américain parfait, que vous voyez, il y avait des choses à l'aide de séries de télé, de pubs, il y a des moments Truman Show, presque, enfin, vous voyez un peu cette idée de, vraiment d'artificialité, de reconstruction d'un modèle étouffant, asphyxiant, qui ne peut qu'exploser dans l'idée arakienne du cinéma. Donc vous pouvez avoir quelques petites touches aussi de... Voilà, on sent des fans qui veulent sortir de ça. C'est peut-être Douglas Sirk, c'est une de ses influences. Mais moi j'ai pensé à American Beauty aussi, notamment sur une scène quand le père donc a appris, enfin attend que son épouse revienne. Ils savent pas encore qu'elle a disparu, mais bon. Il est là assis, il y a une scène comme ça, très fixe, de la salle à manger. T'as à peu près le même truc dans American Beauty, mais avec le couple. Kevin Spacey et Annette Bening, je crois que c'était l'actrice qui joue la mère, qui étaient ensemble, il n'y avait plus de communication, et c'était la grande détestation avec l'adolescente au milieu qui ne savait pas quoi faire. Je pense qu'il y a de l'idée. Après, pour David Lynch, moins, même si le côté banlieue comme ça, et les adolescents qui vivent leur aventure, qui discutent, qui veulent avoir leur fusion personnelle et de corps, on a ça quand même dans cette série. Mais autrement, parce que là c'est pas le milieu rural un peu plus décalé de l'Amérique, on est vraiment dans une sorte d'atmosphère très urbaine, mais très voilà, ce genre de banlieue là. Rien à voir avec Tim Burton cependant, parce qu'il triturait ça autrement. Et c'est très étonnant parce que c'est un film qui est très diffus, qui se déconstruit un petit peu trop mentalement par ses flashbacks, sa voix off. Par moments ça peut être pénible, mais je trouve qu'il arrive à garder un ton et à faire fonctionner l'ensemble. Malgré un aspect assez tiède et artificiel, mais tout ça est totalement voulu. L'artificialité globale du délire, y compris dans le jeu des actrices et des acteurs. On voit la froideur, l'idée du blizzard dans White Bird, il y a des flashbacks dans la neige, tout ça, cette idée du froid, on souffle vraiment cela, la chaleur des moments corporels de sexe qui sont très brefs, mais il y a des moments de refuge si vous voulez, et dans cette idée de l'enfermement du corps, limite, dans cette idée-là, côté très puritain l'américaine aussi, mais très familial, c'est passionnant ça. Comment il traite Araki ici de ces transformations, notamment donc de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à la vie adulte. C'est très diffus. Il y a des flashbacks d'enfance où on voit la mère limite jouer comme une enfant avec sa fille. Là c'est la grande passion mère et fille. Après adolescente, Kat finit par lasser sa mère, entre guillemets, même qu'elle lui reproche, elle-ci, ça y est, de sortir avec les garçons, donc de perdre son innocence. C'est passionnant ça, parce que la mère, en tant que telle, elle a eu ses relations, elle a eu sa vie un peu voilà, extravertie, plus jeune, mais voilà où ça l'a amené. Elle est mariée à quelqu'un, et c'est pas la joie. Voilà, littéralement, elle fait que des tâches ménagères, elle s'occupait de la fille. On a l'idée. Et on voit Kat qui est adolescente et qui devient femme très vite d'une certaine manière. Elle perd sa virginité avec donc le voisin d'en face. Et il y a une voix off qui le dit. Alors c'est peut-être surexplicatif, mais ça fait sens, ça impacte sur le moment. C'est que sa virginité disparaît aussi vite que sa mère a disparu. Le corps de la mère a disparu, enfin elle n'est plus là. Comme elle perd aussi son corps d'enfant adolescent en rentrant. Enfin, il y a une transition par rapport au premier acte sexuel. Et c'est passionnant ça, parce que la mère du coup voit d'un très mauvais œil la sexualisation de sa fille, parce qu'elle sait que ça va l'amener peut-être à côtoyer des hommes, mais surtout à un moment se mettre avec un homme et perdre totalement son identité dans l'idée de reformer un foyer.
c'est un peu incertain là-dessus, mais on voit c'est très bien, c'est elle qui joue le mieux dans le film, Eva Green, la mère du coup. On voit la détresse qu'elle a quand elle se rend compte, un rejet de cette vie, où elle s'est menti, elle s'est enfermée là-dedans, pour Kat, aussi sa fille, mais à un moment, elle, arrivée à la quarantaine, je sais pas, quel âge. Pourtant, Eva Green a été jeune à l'époque, elle avait 34 ans. Donc, voilà, une grosse trentaine, on va dire. Alors, elle aurait eu 4 très très jeunes. Peut-être trop jeune d'ailleurs, c'est aussi ça l'idée. À un moment, elle n'en peut plus, quoi. Et après, il y a tout ce qui se passe autour. Ça peut paraître un peu, parfois, malsain d'une certaine manière, notamment ce que Kat entreprend comme relation avec le policier, qui profite aussi de son pouvoir sur l'enquête. Bon, c'est là où on voit que Araki peut-être peut se perdre par moments sur des pas de côté, mais garde, on va dire, le côté toxique de cette société américaine, avec ses symboles, la police, la famille, tout ça. Et derrière, ça ne peut que se déconstruire. Elle va à l'université, mais bon. Et puis à la psy, bon, très intéressant. Peut-être ce point-là, cette idée de voix off et de va-et-vient de flashback, c'est discutable. Des moments oniriques à la Araki, nous en avons, notamment ces rêves qu'elle fait, de neige, etc. Peut-être un peu surfait sur certains points, mais le symbolisme est évident, notamment le congélateur, la neige, oui, parce qu'il y a une sorte de congélateur avec la viande qui... parce que ça s'est débranché, la viande qui pourrit, cette idée de... Il y a quelque chose de pourri dans ce cercle familial, c'est ça d'ailleurs qui va être le déclencheur de ce que la mère va faire, va partir, quoi. Et voilà, et puis la BO, très pop, très arakienne, et il y a une scène très arakienne, pardon, avec du Dépêche Mode, ils sont en nightclub, boîte de nuit, comme dans tous les films d'Araki, pratiquement, Et après, c'est là, à la rencontre avec Phil, et puis ils vont très vite avoir leur première relation, et une sorte de suspension dans le temps où ça vit pleinement, à ce moment-là. Mais ce ne sont peut-être que des parenthèses quand on voit ce qui arrive à la mer. Et spoiler, alors c'est terrible parce que, c'est marrant, je ne l'ai pas vu venir, et pourtant à un moment je me suis dit, peut-être trop frontal le film Le film ne veut pas jouer au suspense non plus, mais bon, où est Yves? Il y a des questionnements qui font que pendant les 3 quarts du film, on se dit, elle est partie. Elle va revivre sa vie. Bon, après, quand Kat revient de l'université, elle retrouve son ancien petit ami, qui bouge pas, lui, il est bloqué dans sa vie, pas marginale, mais pas loin, quand même. Des petits boulots, du chômage, des petites excentricités à droite, à gauche. Elle retrouve son cercle d'amis, ça bouge pas, ça. Elle, ça a bougé dans sa vie, mais autour, ça bouge pas vraiment. Et du coup, il y a toute cette histoire, on voit dans le film, où Eve aurait dragué Phil, où elle voulait se rapprocher de lui. C'est bizarre, comme si elle se mettait en rivalité avec sa fille, ou pour revenir à une sorte d'excentricité, ou de vie pleine, tout simplement, de son adolescence. Bon, il y a des trucs, c'est là, je dis que c'est très malsain, et pas qu'avec le flic, du coup. Et il y a le père qui est là, complètement à l'arrache, en attente, déprimé, puis qui maintenant sort avec Laura Palmer, on va l'appeler comme ça, du coup, l'actrice, Sheryl Lee, une collègue de travail. Et à un moment, Phil, il révèle à Kat que, selon lui, son père sait où est sa mère. Alors derrière, il y a tout un délire, et on revient à cette scène de congélo plutôt, là où la viande avait pourri, et elle a presque une intuition, Kat, elle va chercher dans le congélo. Elle se dit, mais attends, mon père aurait tué ma mère, il l'aurait mis dans le congélo. Bon, elle trouve rien là. En fait, si, c'était le cas. Mais quand elle cherche dans le congélo, le père venait de débarrasser le corps, il avait maintenu là pendant 3 ans apparemment, enfin je sais pas trop, c'est là où c'est intéressant ou pas, on sait plus trop dans quel délire on est, mais oui, le père a tué sa femme. Pourquoi? Alors là, c'est ce genre de révélation, on en rigole presque, mais c'est le côté arakien, presque, c'est pas qu'il parodie, il pastiche presque son cinéma, mais c'est intéressant dans comment il veut déconstruire on va dire, le côté très parfait en apparence de ce rêve américain familial. Il montre que le père a eu l'aventure avec Phil le voisin. Et que sa femme a découvert ça, elle s'est foutue de lui. Il est très américaine, quand même. Et du coup, le père a tué sa femme en l'étranglant. Alors voilà. Alors c'est pour ça que je pensais aussi à American Beauty. Bon, je ne veux pas vous spoiler trop American Beauty, mais quand même. je suis persuadé qu'il y a vraiment de ça. Mais ouais, voilà, la famille parfaite, très bourgeoise, présentée dans les flashbacks comme ça, vraiment. C'est une carte postale temporelle de ça là. Le boulot parfait, mais en fait derrière, bah non. Non, même le père avait besoin d'autre chose, où il se mentait à lui-même, il s'est mis en couple
avec cette femme pour être parfait en tout genre, voilà, tout rapport en extérieur, en apparence, pour son statut, et tout vole en éclats. C'est-à-dire que Ève aussi s'est rendu compte qu'elle vivait un mensonge, et en plus elle avait sacrifié sa vie pour ça. Bon, bah lui, il tue la femme, et puis après, bah, le congélo, bah oui, la viande pourrie, on a compris, hein, le symbolisme. Mais c'est temporel, parce que la mère était encore dehors à ce moment-là. Et après, il y a cette idée du corps qui fond dans la neige, une fois décongelé, bon, d'où les intuitions oniriques par les rêves de Kat. Peut-être un peu surligné ça, mais bon, ça montre surtout comment ça s'écroule, et qu'en fait, tout part d'un mensonge, par rapport à cette société américaine qui, par ses cadres et ses valeurs, pousse les gens à vivre ces mensonges-là, et ça ne peut mener qu'à la destruction derrière, et souvent à la mort. Donc là, encore, je renvoie à American Beauty, qui est un grand film de Sam Mendes, que je n'ai toujours pas traité sur la chaîne d'ailleurs. Mais j'en avais parlé chez l'ami Mister Cult, dans une émission spéciale il y a quelques années. Je ferme la zone spoiler. Dites donc, quand même pas si mal que ça. Alors, en parlant comme ça, je dis, j'ai beaucoup aimé, mais, disons que ça peut accrocher, ça peut, on va dire, résister sur certains points, sur certains effets, mais l'idée est là. Alors c'est vrai que tout a été déjà plutôt dit dans ce système, on va dire, dans cette discussion cinématographique-là sur l'Amérique, ce mal du rêve américain parfait bourgeois. Même Araki lui-même l'a bien dit autrement, mais je trouve que en soignant son style autrement, en l'enfermant dans un cadre plus hollywoodien quand même, post-Mysterious Skinny, parce qu'on voit que le film est passé par là, eh ben, il arrive à faire quelque chose de bougrement cohérent et passionnant quand même à voir. Cet aspect esthétique artificiel qui est très artificialisé et qui va quand même dans son cinéma d'avant, donc il y a un choc là, mais bizarrement il arrive à faire fonctionner l'ensemble. Alors, je sais que ça n'a pas fonctionné avec tout le monde, même si j'ai vu que mes éclaireurs sur Letterboxd ont mis de très bonnes notes, sauf un, et que c'est le plus arakien de mes éclaireurs, à savoir l'ami Adam, alias le bûcheron du cinéma, qui n'avait pas aimé ce film. Mais bon, je salue aussi l'ami Max, alias le Tenenbaum, qui a beaucoup aimé ce film. Donc finalement, hein, ça a pu diviser. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce Whitebird en commentaire, en attendant évidemment le prochain, qu'on espère pouvoir voir en salle paisiblement avec une bonne distribution. Et je vous dis à la prochaine, ciao.